On passe directement à la deuxième partie qui concerne l'hépatite delta. Totalement différent, mais avec les mêmes objectifs. Pathologie pas très fréquente, donc des petits rappels utiles. Pathologie potentiellement sévère, avec des nouveautés thérapeutiques. Et Corinne, ça complique la vie là ce soir. Corinne nous lance le débat avec un premier cas clinique et surtout une présentation du virus Delta. D'accord. Bonjour. Donc en fait, quand même le dogme, c'est que le virus Delta ne survient que chez un patient porteur du virus B. Ça, c'est la première chose. Donc là, vous avez le virus B sur la gauche et le virus Delta sur la droite. Le virus Delta, c'est un virus qui a été découvert en 77 par Ezeto. C'est un virus qui est satellite du virus de l'hépatite B. C'est un virus à ARN simple brun. Et vous voyez qu'il utilise la même enveloppe que le virus B, avec le même enveloppe d'antigène HBS. En fait, c'est une enveloppe vide du virus B pour laquelle il s'est introduit à l'intérieur. Alors, je vais vous parler donc de ce cas de cette femme de 35 ans qui est née au Cameroun, qui est en France depuis 2000. Elle a eu un diagnostic d'hépatite B avec un antigène HBS positif en 2001 et l'hépatite delta a été diagnostiquée en 2009 avec un anticorps anti-delta positif et un ARN VHD positif. Pas de co-infection, ni C, ni VIH. Et c'est 2009, c'est la première fois qu'on cherchait l'anticorps ? Oui, et c'est le gros problème de ces hépatites qui ne sont absolument pas diagnostiquées. On n'y pense absolument pas lorsqu'on est en présence de l'hépatite B. Sur cette diapositive, vous voyez, ce sont que des groupes d'hépatite B. Et vous voyez à gauche, sur 100% de patients hépatite B, dans 27% des cas, le virus delta ne sera pas demandé. L'anticorps anti-delta n'est pas demandé. Alors, si vous voyez sur la droite, on demande un peu plus, quand on y pense un peu plus, quand le patient est B, est asiatique ou est noir. Mais sinon, chez les caucasiens, B, finalement, dans 84% des cas, lorsqu'on fait le diagnostic de l'hépatite B, les médecins ne demandent pas un anticorps anti-delta. Donc on enfonce le clou. On enfonce le clou et tout antigène anti-HBS positif doit avoir une recherche anticorps anti-delta. Et si l'anticorps est positif, il faut demander un ARN du VHD. Et il faut bien le spécifier sur votre ordonnance parce que les biologistes ne vont pas le demander, le rajouter si vous ne le demandez pas. Mais absolument tout patient antigène HBS positif, mais les considérations géographiques que tu nous as présentées ont leur importance. Oui, parce qu'effectivement, ça touche pas tout le monde, mais quand même une grande partie. Il y a 15 à 25 millions de personnes dans le monde qui sont atteintes du virus Delta. En France, on considère que c'est à peu près 8 à 10 000 patients VHB, VH Delta. Il y a une grande hétérogénéité du génome et on trouve 8 génotypes différents. Et le virus se trouve surtout en Afrique subsaharienne, au niveau de l'Asie, au niveau de la Mongolie, en Europe de l'Est et au nord de l'Amérique du Sud. Mais on a quand même des données récentes françaises. Alors on a des données récentes parce qu'on a fait une étude prospective qui est l'étude Deltavir entre 2010 et 2013 qui a regroupé donc 34 sites en France. Il y a eu 1112 patients VHD positifs. L'âge médian était de 37 ans. 69% étaient des hommes, et vous voyez que 86% des patients sont des migrants. Alors, ils viennent d'où ? Eh ben, essentiellement, donc, dans 52% des cas, ils viennent de l'Afrique, surtout subsaharienne. Dans 21%, ils viennent de l'Europe de l'Est, Roumanie, Géorgie, Bulgarie. Ils viennent aussi un petit peu d'Asie, de Mongolie. Et donc, il faudra bien demander, donc chez ces patients, ces migrants, etc., demander, voire redemander une sérologie Delta quand ces patients vont retourner dans leur pays d'endémie, parce que le risque de contracter le virus, c'est surtout dans ces pays d'endémie. Le deuxième risque de transmission, c'est les usagers de drogue, et puis par voie sexuelle. Donc, c'est les mêmes modes de contamination que le B. Voilà, c'est à peu près les mêmes modes de contamination que le B. Mais en matière de contamination, redonne-nous quelques précisions concernant à la fois la gravité de la maladie et puis ces modes de contamination et notamment tous ces termes qu'on entend souvent, co-infection, surinfection. Oui, alors il y a plusieurs façons d'attraper le virus Delta. Soit on fait une co-infection B-Delta. Et là, en fait,
la plupart du temps, c'est une hépatite aiguë et qui va guérir. Mais le plus souvent, ce qu'on voit, c'est des surinfections, c'est-à-dire que le patient est porteur du virus B, il va se surinfecter par le virus delta, et lui, dans 90 à 95% des cas, ça évolue vers la chronicité. Et c'est ces patients-là qu'on va avoir devant nous. Et l'évolution est beaucoup plus rapide et plus fréquente vers la cirrhose, puisque 70% des patients vont évoluer vers la cirrhose, et 15% des patients qui ont le virus delta vont développer une cirrhose en 2 ans. De même pour le carcinome hépatocellulaire, 40% des patients cirrhotiques, sur un suivi de 12 ans, vont développer un carcinome hépatocellulaire. Alors dans notre étude Deltavir, c'est une étude sur 3 ans, mais en prospection, l'incidence à 10 ans de la cirrhose est évaluée à 57% et du carcinome hépatocellulaire à 15% sur une durée après 10 ans d'évolution. Ce qui est majeur. Hein. C'est énorme. Donc, clairement, c'est l'hépatite virale la plus grave. C'est la plus grave et c'est pour ça que vraiment il faut penser, il faut que dans tout... Il faut la dépister, chercher non-stop. Et puis, il faut savoir... on va en reparler. Donc, le bilan qu'il faut faire quand vous avez une hépatite delta, un anticorps anti-delta positif, vous faites un bilan biologique avec des transaminases, phosphatases, bilirubine, électrophorèse des protéines, des TP, un bilan virologique pour savoir la virémie du virus delta, un ARN VHD, et puis savoir aussi la multiplication du virus B en faisant un DNA du VHB. Il faudra connaître effectivement la fibrose, soit par ponction biopsie hépatique, soit une évaluation non invasive de la fibrose. Mais c'est pas plutôt la ponction hépatique qui est validée dans le delta? Tout à fait. Le fibroscan et les méthodes non invasives ne sont pas validées. Moi, ce que je pense, c'est que on a quand même beaucoup de patients qui ont déjà eu des traitements et déjà eu des biopsies il y a quelques années et qu'on retraite. Donc ceux-là ont déjà eu des biopsies. Donc ceux-là, on les rebiopsie pas. On va faire un fibroscan. Par contre, un patient naïf avec un delta, je crois qu'il faut le biopsier. Voilà, ça c'est important. Et donc là aussi, il faut savoir que le virus delta inhibe la multiplication du virus B. Donc en général, vous allez avoir une charge virale delta C élevée et le virus B aura une faible multiplication virale. Il faut faire très attention quand vous avez un virus B devant vous avec une charge virale à 200 ou 1000. Vous dites, bon, ça va, c'est un porteur en gros inactif. Non, il peut avoir un virus delta qui va inhiber ce B. Donc vraiment pensez à tous les patients, parce que si votre patient il a une multiplication virale B à 5 ou 6 logs, il n'y a aucune chance qu'il ait un virus delta. Oui. Voilà. Non, c'est un élément important, ça. Ouais, vous êtes d'accord que les patients qu'on voit le plus souvent, enfin moi en tout cas, c'est des patients qu'on catégorise porteurs inactifs, oui. Donc faible charge virale, voire transaminase normale, mais c'est chez ceux-là qu'il faut ne pas il faut vraiment faire pas oublier de rechercher le delta. Cette patiente, donc finalement, tu la biopsies? Alors cette patiente, elle a eu une biopsie en 2009. Ouais. Elle avait une biopsie, elle était A2F2, elle a eu un traitement par interféron pendant 48 semaines entre 2009 et 2010, et le traitement a échoué, elle avait un ARN delta détectable à la fin du traitement. En plus, elle a très mal supporté, ça a été difficile de la traiter jusqu'au bout, puis donc elle en a eu marre d'ailleurs, elle a été perdue de vue entre 2012 et 2020. Donc tu la réévalues? Donc en 2020, on la revoit, on la réévalue, elle a des transaminases à 2,5 fois la normale, phosphatase bili normale, un TP à 75%, une hypergammaglobulinémie à 22 grammes, un ARN delta élevé à 6 logs et une charge virale B faible à 200 UI, un fibroscan à 9 kPa. Oui, elle a vraiment le bilan virologique que tu nous as décrit tout à l'heure, quoi. Charge virale B faible et élevée pour le delta. Et 22 grammes, c'est... De gamma-globuline, alors les deltas, ils ont... Oui, moi je trouve que les deltas ont souvent une hypergammaglobulinémie, c'est très fréquent. Moi quand je vois des hypergammaglobulinémies chez des patients B, c'est soit ils sont VIH, soit ils sont delta. Oui, mais il y a quand même des B qui ont une hypergamma sans avoir de co-infection. Pas à 22 grammes, mais à 18 grammes. À 18, mais plus de 20 grammes, je crois qu'il faut vraiment chercher le delta. Ouais. Une question. À quel rythme refait-on la sérologie delta chez nos patients antigènes HBS positifs, qui ont donc une sérologie négative? Ça dépend. Si c'est un migrant qui va retourner dans son pays d'origine et qui revient, je pense qu'il faut lui refaire. Voilà. Si c'est un toxicomane, on va le refaire. Maintenant, si c'est un patient B qu'on suit, qui n'a pas de facteur de risque,
Sauf s'il cytolyse. Alors, sauf s'il a une cytolyse. Sauf s'il a une cytolyse et qu'il n'a pas de raison d'avoir une cytolyse parce que son virus B est bien contrôlé, il faut demander refaire une virologie. On est d'accord. Donc, cette patiente, manifestement, il va falloir la traiter. Alors, qu'est-ce que vous allez proposer? Soit, est-ce que vous lui proposez de l'interféron pégylé pendant 48 semaines, du tenofovir, du bulévirtide, ou vous considérez qu'elle n'est pas très grave et on fait une surveillance sans traitement? Alors moi, l'interféron, je le ferai pas parce qu'elle l'a mal supporté. Alors le tenofovir, donc son B, il n'était pas traité et elle a pas de cirrhose, donc je le mettrai pas là. Et donc moi, je la mettrai sous bulévirtide parce qu'elle a quand même une fibrose significative. Ok, et Bertrand? Pareil, je suis plutôt interféron, moi, dans l'hépatite delta actuellement, mais c'est vrai que quand il y a une maltolérance, on est un peu coincé, on risque de reperdre de vue le patient, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'elle est pas venue pendant quelques années. Donc, clairement, il faut profiter des nouveaux traitements, mais je suppose que tu vas confirmer cette attitude. Alors, effectivement, on l'a mis au bulévirtide. Je tiens à rappeler quand même qu'on aurait pu lui mettre du tenofovir, parce que c'est sûr qu'elle n'a pas une cirrhose, mais on sait que quand on va, ce qu'on espère avec le bulévirtide, diminuer la charge virale delta, à ce moment-là, lorsqu'on arrive... La charge virale B va augmenter, le virus B risque vraiment de réaugmenter. Donc on peut mettre du tenofovir plus le bulévirtide. Bon, nous on a mis que le bulévirtide. En tout cas, si on met pas le tenofovir, on a intérêt à bien surveiller le DNHBV. Il faut rappeler que dans les recos HAS, pour ceux qui fouinent dans les recos, comme Bertrand, il est conseillé de mettre du bulévirtide avec un nuc. Tout à fait, c'est recommandé. Enfin bon, on a pris du bulévirtide. Mais bon, on utilise quand même encore chez certains patients de l'interféron. Tu peux nous résumer un peu ça? Oui, parce que quand même, l'interféron, jusqu'à présent, on a traité tous nos hépatites delta avec l'interféron, on peut encore le faire. Je rappelle quand même qu'il n'y a pas eu l'AMM pour l'hépatite delta. Il est donné à 180 microgrammes par semaine en sous-cutané pendant 48 semaines. Et ça entraîne, 6 mois après l'arrêt du traitement, on a à peu près 25% de réponse avec un ARN viral indétectable, mais on sait qu'il y a des rechutes tardives. Et vous savez, je pense, Karine comme Bertrand, qu'en fait, on traite souvent plus longtemps que ça les traitements. Les patients, plus que 48 semaines, on attend que l'ARN viral soit indétectable, ça peut être 2 ans, voire 3 ans, s'ils supportent bien. Et puis, on attend d'avoir un ARN indétectable pendant au moins 6 mois avant d'arrêter le traitement. Donc souvent, effectivement, les données, c'est sur 48 semaines. Mais en pratique, bien plus. On traite plus. Surtout que l'interféron, dans l'hépatite delta, est relativement bien supporté. Il y a effectivement, à droite, la tolérance, des effets, insomnie, anxiété, dépression, c'est nettement vraiment moins que dans l'hépatite C. Les dépressions, c'est rare. C'est tous les problèmes hématologiques. Voilà, tout à fait, parce qu'en fait, dans les migrants, il y a beaucoup d'Africains, et on sait qu'ils ont des neutropénies dès le départ, et on commence déjà l'interféron, ils sont souvent 1000, 1200, etc. Donc, ils peuvent baisser assez rapidement jusqu'à 500, et parfois on est obligé d'arrêter le traitement à cause de ça. Donc voilà, il y a quand même... mais bon, voilà, on peut traiter avec interféron. Mais il y a mieux. Il y a mieux. Et dans les remarques de nos internautes, il y en a beaucoup qui mettent du tenofovir quand même en association. Tout à fait, ils ont raison. Tu nous présentes ce nouveau venu dans l'arsenal. Alors le bulévirtide, voilà, c'est quand même une grande nouveauté parce que c'est un inhibiteur d'entrée. Donc vous voyez sur la gauche, il va inhiber le polypeptide NTC taurocolate de sodium, qui est ce polypeptide qui permet l'entrée du virus B et du virus delta dans l'hépatocyte. Donc en bloquant ce transporteur, il bloque l'entrée des virus, il prévient donc l'infection delta des hépatocytes et il est ciblé au niveau des hépatocytes, il ne va pas toucher d'autres cellules. Donc je vais vous montrer maintenant... Les preuves que ça marche. Voilà, alors ce bulévirtide, ça, c'est l'étude MIR. Il faut savoir qu'avant, il s'appelait le Mircludex et maintenant, il s'appelle l'Epcludex. Voilà. Et ça, c'est une étude, une analyse. Oui, c'est vrai. Ça peut porter à confusion. L'analyse intermédiaire à 24 semaines dans cette étude de phase 3, MIR 301. Le premier groupe n'avait pas de traitement jusqu'à la semaine 48, puis a reçu du bulévirtide à 10 mg. Deuxième groupe, bulévirtide 2 mg pendant 3 ans. Et le bulévirtide 10 mg pendant 3 ans. Alors là, on n'en est pas là. Là, je vais vous donner les résultats intermédiaires, c'est-à-dire à la semaine 24, tout en sachant que l'objectif, c'était un ARN viral indétectable ou une baisse de plus de 2 logs de l'ARN viral avec transaminase normale.
Et sur cette diapositive, vous voyez bien l'efficacité quand même du bulévertide, avec une baisse quand même à 24 semaines de traitement, à 6 mois, avec 50 de plus de 2 logs, et 55% des patients dans le groupe bulévertide seul avaient un ARN viral qui avait baissé de plus de 2 logs. Donc ça, c'est une chose. Sur le plan pratique, donc cette patiente, on peut la traiter. Alors cette patiente, on peut la traiter parce que le bulévertide a eu a été l'ATU, puis l'AMM européenne, et donc là on est en AMM conditionnel qui est basé sur les critères de l'ATU, qui sont donc une infection chronique de plus de 6 mois par le virus de l'hépatite delta, chez des patients adultes avec une cirrhose compensée de Child A ou une fibrose sévère, et chez les patients avec une fibrose F2, soit PBH soit FibroScan, et une cytolyse persistante, c'est-à-dire de plus de 2 N. Donc, cette patiente... Je t'interromps. Excuse-moi. Oui, une question de la région parisienne. Européenne, il y aura sûrement des indications plus larges. Il va y avoir des erreurs, oui, sûrement. Parce que d'abord, il va y avoir le prix va être fixé fin de l'année, début de l'année prochaine, et vraisemblablement, il va y avoir un élargissement de ces critères qui sont des... La même européenne, c'est ARN positif. Voilà. C'est ARN delta positif. Ouais, donc et même si on a dit que la PBH, c'était ce qui était recommandé, on peut se contenter du FibroScan aussi. Dans l'ATU, c'était comme ça. Voilà. Non, mais c'est important. Ouais. Voilà. Juste un mot pour l'interféron. On remarque de la région parisienne, à combien de neutrophiles on est obligé d'arrêter l'interféron? Ça dépend. Moi, je descends jusqu'à 500. Ça dépend de l'anxiété du médecin. Ouais, oui, c'est ça. Moi, je descends facilement jusqu'à 500. Moi aussi. Sans problème moi jusqu'à 500. Et je ne fais jamais de facteur de croissance au-dessus de 500, quoi. Non, moi non plus. Et en général, ça s'arrête de descendre. Oui. Et les patients africains, ils font pas vraiment d'infection. Non, ils font pas d'infection. J'en ai eu jusqu'à 350. C'est le chiffre qui est inquiétant, mais après. Voilà, j'ai jamais eu d'infection. Et les plaquettes, je descends à 30-40 000. Ouais. Pas trop au-dessous de 50, quoi. Ouais, moi je veux un peu. 50. Bien, on a répondu à la question. On a dit ce qu'on faisait. Voilà. Alors en pratique, le bulévertide. Alors en pratique, donc c'est le bulévertide 2 mg, une fois par jour, en injection sous-cutanée. La prescription et la délivrance est hospitalière, publique ou privée. Et la durée optimale du traitement n'est pas connue, et tant que le traitement est associé à un bénéfice clinique, il doit être poursuivi. Alors évidemment, on arrêtera le traitement en cas de séroconversion HBS, évidemment, ou s'il y a une inefficacité du traitement, c'est-à-dire en cas de perte de réponse virologique ou biochimique, si au bout d'un an, votre ARN viral n'a pas baissé de plus de 2 logs, voilà. Se poser la question si ça vaut le coup de... Alors clairement, on parlait d'éducation thérapeutique tout à l'heure, il faut quand même expliquer un certain nombre de choses aux patients. Oui. Alors, voilà comment ça se présente. Ce sont des petits flacons comme ça de 2 mg de bulévertide avec des flacons d'eau purifiée. On va mettre 1 millilitre d'eau purifiée dans le flacon de 2 mg de bulévertide. On va mélanger doucement, on secoue pas parce que ça fait des bulles et ça fait comme la bière, il faut attendre après 5 ou 10 minutes. Donc il faut y aller doucement et puis pareil, il faut remuer tout ça entre les mains et vraiment aller doucement. Voilà. C'est pas de l'orangina non plus. Donc on fait une injection sous-cutanée. Ça, en fait, l'infirmière peut le montrer, c'est assez facile et honnêtement, les patients font ça sans problème avec une petite, voilà, et l'infirmière montre ça une fois ou deux, ils le font sans problème. Enfin, vivement qu'on ait un stylo quand même. Oui, ça sera mieux dans le laboratoire. Plus simple, voilà. Et puis hebdomadaire aussi, parce que c'est une contrainte. Voilà, c'est quand même une contrainte, mais... Excusez-moi, Bertrand, ça fonctionne à l'envers, là, brutalement, il n'y a plus rien qui marche. Comment ça se fait? C'est les aléas du direct, comme on dit sur France 2 ou... d'appuyer sur le bouton. Donc en attendant, je peux vous dire que c'est quand même très bien supporté. Oui, et par contre, alors on va regarder un peu les effets. Hop, ouais, j'y suis. J'ai dû appuyer sans faire exprès. Voilà, pardon. Bah non, je suis de nouveau à la fin. C'est bizarre, ouais. Je n'appuie qu'une fois. Je dis à nos amis de chez AEI à la régie que je n'appuie. Là, par contre, ça se met à défiler tout seul. Donc il prend en mémoire. Voilà, juste après. Voilà, là. Toc. Voilà, on en était là. Voilà. Donc il y a quand même
Des précautions d'emploi ? Voilà, donc on injecte cuisse ou abdomen. Alors, les précautions d'emploi, donc c'est pas recommandé dans les cirrhoses décompensées, les patientes pas de grossesse, et lorsqu'il y a... Alors, on fait attention avec les co-administrations des substrats NTCP, puisque ça peut diminuer l'efficacité, et on fera attention en cas d'insuffisance rénale. Quand on arrête le traitement, on en a parlé. Durée du traitement est définie par le médecin et après et avec les résultats des études qu'on va avoir dans les semaines ou mois à venir, et on arrête s'il y a une séroconversion antigène HBS de plus de après 6 mois ou s'il y a moins de diminution de log d'ARN viral. Donc en pratique, pour avoir toutes ces informations, tu surveilles ton patient comment ? Oui, alors on surveille le patient. Alors moi je le vois au bout d'un mois et après tous les 3 mois. Je pense qu'on fait tous pareil, avec des transaminases au bout d'un mois et sinon tous les 3 mois, bilan hépatique, ARN du VHD, ADN du VHB. On fera une quantification avant de démarrer le traitement pour avoir un point de départ et puis après une fois par an pour voir la diminution ou en tout cas tous les 6 mois, de l'antigène HBS. Quantitatif en unité internationale. Alors, pour l'évaluation de la fibrose, l'élasticité, bon, parce que c'est quand même le plus simple, un fibroscan, à mon avis, une fois par an. Et la tolérance sur les tests hépatiques, la réaction au point d'injection, où il n'y a pas de problème, les patients noirs marquent un peu, il y a des taches un peu brunâtres, un peu comme on voyait avec l'interféron de temps en temps. Les acides biliaires, on sait que ça fait monter les acides biliaires, mais en fait, il se passe rien. Pas de conséquences cliniques. On ne dose pas. On ne dose pas. En plus, c'est cher, donc on ne dose pas. Une question non située géographiquement. L'antigène HBS quantitatif, ça sert à quoi dans la surveillance ? Ça c'est important parce que quand votre patient il aura plus d'ARN delta, il aura plus d'ADN du VHB. Comment vous allez savoir si votre virus commence à disparaître, la quantité de virale, quand est-ce que... Donc, de voir la quantification, on voit au fur et à mesure. Je vais vous montrer une diapositive où, avec un autre traitement, une bithérapie, on voit que cet antigène HBS diminue jusqu'à, on espère, la disparition. Il faut le suivre pour savoir s'il diminue. Qui dit disparition du virus B, dit disparition du virus delta. Exactement. Cette patiente. Donc cette patiente, tout s'est bien passé. Elle est actuellement sous bulévertide. Elle a une très bonne tolérance et elle avait un ARN du VHD dernièrement indétectable au 8e mois du traitement avec des transaminases normales. Parfait. On survole un deuxième cas clinique. Oui. Donc ça, c'est un homme de 43 ans qui est né en Moldavie, qui est en France depuis 2005 avec une hépatite B diagnostiquée en 91 et une hépatite delta diagnostiquée en 2008. Donc vraiment un laps de temps important entre les deux diagnostics. Encore une fois, y penser. Alors avec une surcharge pondérale, un BMI à 28, une consommation d'alcool non négligeable à 180 grammes par semaine. Ce patient a été traité par interféron PEG de 2009 à 2010. Il a eu 1 an de traitement. Alors, on n'a pas les résultats à la fin du traitement. On sait que l'ARN viral était détectable, en tout cas après. Par contre, il a eu une tolérance tout à fait correcte du traitement, mais on n'a pas l'ARN viral à la fin du traitement. Donc, tu le réévalues ? Exactement. Si en 2020, donc en 2010, il avait eu une biopsie avec un score métavir A2F3, donc une fibrose sévère. En 2020, les transaminases sont à 83 et 120. Le phosphatase bili normal, un TP à 68% et des plaquettes à 138 000. L'ARN du VHD est à 8 logs, donc très important. On a un DNA VHB faible à 150 UI et un fibroscan qui est à 17 kPa. Donc actuellement, ce patient a une cirrhose Child A. Évidemment, on dépistera le CHT en faisant une échographie tous les 6 mois et on fera des recommandations hygiéno-diététiques avec recommandant la pratique du sport, le régime et de réduire la consommation d'alcool. Donc patient plus sévère, et il y a comme tout à l'heure encore des choix à faire. Oui, à vous de jouer. Qu'est-ce que vous allez faire ? PEG interféron, entecavir ou ténofovir, bulévirtide plus PEG interféron, surveillance en traitement immédiat. Karine. Alors, PEG interféron sol, à l'heure actuelle, moi je le fais plus forcément. Entecavir ou ténofovir, oui, parce que la charge virale B est positive et il est cirrhotique. Oui.
Et après, j'hésiterais soit bulévirtide seul ou bithérapie, bulévirtide, PEG interféron. Okay. En sachant qu'il avait bien supporté l'interféron antérieurement, donc probablement plutôt une trithérapie, enfin un NUC et bulévirtide et PEG interféron. Et toi ? On est d'accord sur entecavir, tenofovir. Clairement, ce sont les recommandations. Tout sirotique doit avoir un NUC. Pour éviter une aggravation brutale en cas de réactivation. Je pense que bulévirtide est une bonne solution. Je pense que bulévirtide et PEG interféron est une bonne solution puisque c'était bien supporté. J'aurais peut-être ajouté un sixième point qui est interféron tout seul. Sachant pas précisément s'il avait mal répondu à l'interféron ou si c'était une autre raison. Donc je pense que c'est tout se discute et moi je fais encore des prescriptions d'interféron isolées. Je pense pas que je suis le seul. Non, tu aurais fait PEG plus Téno ou Antecavir. J'aurais éventuellement fait PEG plus Téno parce que on a plusieurs patients chez qui on a un ARN indétectable sous PEG au long cours. Quoi. Mais c'est ton point de vue et tu n'as pas complètement tort. Tu as même sûrement peut-être raison, je ne sais pas. Merci les filles. En tout cas, moi, donc le patient a été traité par tenofovir, bulévirtide et PEG interféron. Alors, on s'appuie là-dessus sur des résultats, et notamment l'étude MIR 203. Donc, vous voyez en haut, il y a 4 bras, un bras PEG interféron, 48 semaines, deuxième bras PEG plus bulévirtide 2 mg, troisième bras PEG plus bulévirtide 5 mg, quatrième bras bulévirtide 2 mg, et pendant une période de 48 semaines. Et là, on se place à 72 semaines, c'est-à-dire 6 mois après l'arrêt du traitement, et on ne va pas regarder la baisse de l'ARN viral, mais l'ARN viral indétectable 6 mois après l'arrêt du traitement. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que quand même dans le groupe PEG bulévirtide 2 mg, on a 53% de patients avec un ARN indétectable. Donc c'est quand même très encourageant. C'est très encourageant. Et sur la droite, on a donc, en parlant de la réponse de l'antigène HBS, on a 46% des patients qui avaient une baisse d'au moins 1 log de l'antigénémie HBS, et parmi ceux-là, il y en avait 23% qui avaient un antigène HBS indétectable. Mais c'est des petits groupes. Alors, il faut être prudent. Oui, il faut être prudent. Donc il y a quand même beaucoup de questions encore avec le bulévirtide. Combien de temps on doit le donner ? Est-ce qu'on met du PEG ? Est-ce qu'on met pas de PEG interféron associé ? Ça évolue ? Oui. Et donc ça évolue et ça va évoluer quand on aura le résultat de ces essais thérapeutiques en cours. Donc la MIR 204 va tester la prolongation du traitement avec ou sans interféron sur une période de 96 semaines. Un bras traité pendant 48 semaines par du PEG. Le bras B et C, ils ont du PEG pendant 48 semaines, associé à 2 ou 10 mg. Au bout de 48 semaines, ils arrêtent l'interféron, ils continuent le bulévirtide, soit 2 mg, soit 10 mg. Et dans le bras D, pas de PEG, du 10 mg pendant 96 semaines. Et là, on va vous montrer les résultats de l'analyse intermédiaire à 24 semaines. Et vous voyez sur cette diapositive-là qu'on avait un ARN viral indétectable ou une baisse de plus de 2 log dans 88% des cas dans le groupe 2 mg plus PEG interféron, et à peu près le même de 90% dans le groupe 10 mg et plus PEG. Donc c'est vrai que c'est une action synergique et on a envie d'y croire. C'est quand même très très encourageant. Alors on revient sur l'autre étude en cours dont on n'a pas encore les résultats. C'est une étude qui va tester, alors là, la prolongation de la monothérapie d'un traitement par bulévirtide soit à 2, soit à 10 mg entre jusqu'à 3 ans de traitement. Avec des patients qui vont recevoir 3 ans de traitement soit à 2 ou 10 mg et des patients qui vont recevoir que 2 ans de traitement à 10 mg. Donc là, on attend les résultats pour savoir combien de temps finalement on va traiter nos patients en monothérapie avec le bulévirtide. Une petite question d'un confrère togolais que l'on salue. Y a-t-il des rechutes tardives avec le bulévirtide comme avec l'interféron ?
Là, pour l'instant, c'est un peu tôt pour. On n'a pas assez de recul. On n'a pas assez de recul. C'est effectivement ce qu'il faudra répondre à cette question. Mais on peut imaginer qu'il y a ce risque qui persiste. Oui, bien sûr. Par principe. Le bulivertide empêche l'infection de nouveaux hépatocytes, mais n'est pas un antiviral qui va. C'est pas un antiviral, voilà. En fait, par contre, si on voit vraiment qu'il y a une baisse de l'antigénémie HBS et qu'on peut comme ça continuer, là, on aura gagné. Mais si on a séroconversion HBS, on est d'accord. Non, même sans séroconversion HBS, parce que la plupart des patients, ils font pas de séroconversion HBS. Même nos deltas qui sont guéris avec l'interféron, c'est rare qu'ils fassent. Ils perdent l'antigène HBS et puis ils se réinfectent pas, on les suit comme ça. Mais souvent, ils font pas d'anticorps HBS. Donc la séroconversion, moi, j'y crois pas trop. Par contre, la perte de l'antigène HBS supprime le risque de réinfection. Voilà, réduit considérablement. Ce qui n'empêchera pas de suivre nos patients, parce que les patients, ils ont souvent de la fibrose, et quand, comme pour le B, ils ont plus de virus, etc., se multiplient pas, ils sont pas surveillés. Il faut faire attention, parce que même s'ils ont plus de multiplication virale, la fibrose, il faut quand même la surveiller avec des échos réguliers. Surtout qu'ils ont souvent une fibrose sévère quand on les prend en charge. Exactement. L'idée de fond, c'est de pas faire la comparaison trop facile avec la RVS de l'hépatite C. Là, on peut arrêter une surveillance virologique. Là, on n'est pas sur les mêmes Là, il faut vraiment continuer une surveillance, on ne sait jamais. Pour conclure, alors ton cas. Donc notre patient, il a eu du bulévertide, plus du PEG, plus du tenofovir. Donc on a arrêté l'interféron au bout de 48 semaines. Il a baissé son ARN de 8 à 3 logs. Il a continué le bulévertide. Et là, la semaine 60, il a un ARN VHD indétectable, des trans anormales et une tolérance complète, tout à fait correcte. Il continuera évidemment de toute façon le tenofovir au long cours. Et j'espère que les résultats des études en cours permettront de dire quand est-ce qu'il va falloir arrêter le bulévertide. Tant mieux pour ce patient. Écoute, Corinne, merci pour toutes ces informations. On peut conclure ? Peut-être. Chez tout patient VHB, donc dépister le VHD, anticorps VHD, si positif, demandez l'ARN du VHD. Pensez au delta chez tout patient avec un virus B bien contrôlé et une cytolyse inexpliquée. Donc le bulévertide, on peut le prescrire si patient F3, F4 ou si il est F2 avec des transaminases supérieures à 2N. Et en cas de cirrhose, child A seulement. La diminution de plus de 2 logs de la charge virale delta et des transaminases normales, c'est un pronostic favorable. La monothérapie avec le bulévertide, c'est vraiment une stratégie sûre. Le bulévertide est très bien supporté. L'augmentation dose dépendante et asymptomatique des acides biliaires sériques, on ne dose pas et on s'en moque un petit peu finalement. Et la combinaison bulévertide-PEG-interféron montre des effets synergiques. On va poursuivre le traitement tant qu'il y a un bénéfice clinique, au moins 1 an, point d'interrogation. Et la poursuite du traitement sera donc éclairée par les études en cours, notamment la 204 et la 301. Voilà. Merci Corinne. Merci. Une question du sud de la France. Y a-t-il des situations où on ne traite pas le virus Delta ? Oui. Si vous avez un anticorps Delta positif, un ARN viral, même s'il est positif, si vous avez des transaminases normales, un bilan hépatique normal et pas de fibrose, vous surveillez. Donc une maladie Delta inactive, entre guillemets. Entre guillemets, et puis vous pouvez le... Et on en voit souvent des comme ça ? Pas souvent, mais il y en a. Moi, j'en ai que je ne peux pas traiter parce que, ils n'ont pas de fibrose, ils ont des transaminases normales. Mais c'est pas très fréquent. Oui. Franchement, j'en ai une. Par contre, les patients qui ont une cirrhose pas Child A, donc B ou C, ils sont suffisamment graves pour ne pas oublier de les envoyer au moins prendre contact avec un centre de transplantation, les évaluer correctement. Parce que là, on a quand même des patients transplantés jeunes dans le Delta. Oui. Moi, j'ai par expérience. Et puis ils font des CHC. Oui. Karine et Corinne, merci infiniment pour votre travail. Pour conclure cette webconférence à double détente, on peut rappeler que la commission Hépato va de nouveau cette année renouveler les minutes Hépato avec ces vidéos que vous aurez pour avoir en direct les éléments, les présentations qui nous auront intéressés en tant que libéraux pour notre pratique clinique au Congrès américain qui aura lieu du 12 au 15 novembre. Donc vous aurez des mails de rappel pour ça. Et puis
Je le disais au tout départ, aussi bien la CBP et les nouveaux traitements de cette pathologie que l'hépatite delta et le bulévirtide motivent beaucoup de fiches envoyées au webstaff. On le voit, c'est deux situations très courantes avec les hépatites auto-immunes. Donc il faut pas hésiter à envoyer des fiches d'une part, et puis à noter les 2 prochains webstaff qui auront lieu le 27 octobre et le 15 décembre pour avoir un avis collégial sur ces situations, ou évidemment des indications d'antiviraux directs dans l'hépatite C. Merci encore à nos supports, Gilead, Tilots et Intercept. Et puis merci à l'indéfectible équipe AEI, toujours présente devant nous, derrière nous. Voilà, on les aime. À bientôt. Au revoir. Au revoir.